Imaginez un archipel isolé, perdu dans l'Atlantique, balayé par les vents du large, inhabité, mais déjà au cœur d'une histoire mondiale qui allait bouleverser des millions de vies. Le Cap-Vert apparaît pour la première fois dans les récits européens en 1460, lorsque des navigateurs portugais, Diogo Gomes et Antonio de Noli, s'aventurent au large de la côte ouest-africaine. Mais voici la première question que nous devons poser. Ces îles étaient-elles réellement découvertes ou seulement revendiquées par la violence d'une époque où l'Europe cherchait à posséder le monde? En 1462, les Portugais fondent la première ville de l'archipel, Ribeira Grande, aujourd'hui Cidade de Vela, sur l'île de Santiago. Cette ville n'est pas seulement la première colonie européenne sous les tropiques, elle devient rapidement un symbole du projet colonial portugais. Dès le départ, elle est pensée non pas pour le développement des habitants, puisqu'il n'y en avait pas encore, mais pour servir les intérêts de Lisbonne. Un entrepôt, un relais logistique, une base militaire et surtout un futur carrefour du commerce d'êtres humains. Car c'est ici, au Cap-Vert, que l'histoire prend une tournure brutale. À peine fondée, Ribeira Grande devient un pivot de la traite négrière. Les navires portugais, puis européens, font escale, chargent et déchargent des captifs africains arrachés aux côtes voisines, Sénégambie, Guinée, Sierra Leone. Le Cap-Vert devient l'un des premiers laboratoires de l'économie esclavagiste atlantique. On estime qu'entre le XVe et le XVIIe siècle, des centaines de milliers d'Africains transitent par ces îles avant d'être envoyés vers les Amériques. Mais cette histoire, souvent racontée comme une grande aventure maritime, cache une réalité de sang et de chaîne. Les captifs étaient parqués, vendus sur les places de Ribeira Grande, échangés contre du vin, des armes ou du tissu. Le Cap-Vert n'était pas seulement un port, il était un marché de chair humaine, et cette violence originelle a marqué l'identité même de l'archipel. Pourtant, au milieu de cette brutalité, un autre processus s'amorce, le métissage. Portugais, esclaves africains, quelques commerçants d'ailleurs, tous se croisent et donnent naissance à une société créole unique. La langue créole, le criolou, émerge comme un outil de survie et de communication. Mais il ne faut pas se tromper, ce métissage n'est pas un conte romantique, il est né de la domination, du viol, de l'inégalité. La culture créole est à la fois une richesse et une cicatrice, un témoignage de résistance culturelle face à la machine coloniale. Durant le XVIe siècle, Ribeira Grande prospère. L'église de Nossa Senhora do Rosário, construite en 1495, témoigne de cette richesse et de la volonté d'affirmer la présence catholique. La ville devient siège d'un évêché en 1533, preuve de son importance dans l'Empire portugais. Mais cette prospérité attire aussi les convoitises. En 1585, l'archipel subit l'attaque du corsaire anglais Francis Drake, qui pille et incendie Ribeira Grande. Cet épisode révèle la fragilité de la colonie, carrefour du commerce, mais vulnérable aux puissances rivales. Au XVIIe siècle, l'archipel connaît ses premières grandes tensions sociales. Les esclaves et affranchis, nombreux dans les îles, commencent à résister. Des révoltes éclatent, certaines écrasées dans le sang, d'autres moins documentées, mais révélatrices d'un esprit qui ne se résignait pas. Dans les montagnes de Santiago, des esclaves fugitifs, appelés badius, se réfugient et construisent des communautés indépendantes, refusant de vivre sous le joug colonial. Ces espaces de marronnage constituent les premiers germes d'une résistance qui allait, des siècles plus tard, nourrir le mouvement pour l'indépendance. Le Cap-Vert devient aussi une zone d'expérimentation sociale pour les Portugais. Ils testent ici des modèles de plantations sucrières avant de les exporter vers São Tomé puis vers le Brésil. Autrement dit, les souffrances imposées aux esclaves dans l'archipel ont servi de laboratoire pour la mise en place de systèmes esclavagistes encore plus massifs dans les Amériques. C'est là que se joue une vérité cruelle. Le Cap-Vert a été au centre de la naissance du monde atlantique moderne, un monde construit sur l'esclavage, la violence et l'exploitation. Mais posons une autre question.
Que signifie pour un peuple de naître dans un contexte où ses racines sont volontairement arrachées, ses langues étouffées, ses croyances interdites? C'est pourtant dans ce terreau hostile que les bases d'une identité capverdienne commencent à se former. À la fin du XVIIe siècle, le Cap-Vert n'est plus seulement un relais portugais, c'est un archipel créole où se mêlent cultures africaines et européennes, mais toujours dominées par la logique coloniale. La richesse de Ribeira Grande commence à décliner, notamment à cause de la concurrence d'autres ports et de l'épuisement de certaines routes. Pourtant, la marque laissée par 2 siècles de colonisation et de traite est indélébile. Le XVIIIe siècle s'ouvre sur une réalité brutale. Derrière l'image exotique d'un archipel perdu dans l'Atlantique, le Cap-Vert devient le théâtre d'une lutte acharnée entre la nature impitoyable et un peuple abandonné par la métropole. Car si le commerce d'esclaves continue à rythmer la vie des ports, c'est surtout la faim, la soif et la sécheresse qui marquent les générations. Dès les premières décennies du XVIIIe siècle, les rapports coloniaux mentionnent des périodes de grande séca. Le climat aride, combiné au surpâturage et à une agriculture fragile imposée par le modèle colonial, provoque des famines à répétition. Des lettres de gouverneurs portugais adressées à Lisbonne évoquent des milliers de morts. En 1747, une terrible sécheresse frappe l'archipel, suivie de plusieurs années de disette. Les témoignages décrivent des scènes de villages décimés, de familles réduites à mendier et de cadavres laissés sur les routes. Ces famines ne sont pas seulement des catastrophes naturelles, elles révèlent l'abandon politique. Les élites coloniales, installées à Ribeira Grande ou à Praia, pensent avant tout au maintien du commerce atlantique. Les cargaisons de blé ou de maïs venus du Portugal ou du Brésil arrivent souvent trop tard ou sont détournées au profit des notables. Ainsi, la misère du peuple devient le revers du commerce international qui enrichit d'autres rivages. Pourtant, de ce chaos surgit une société plus complexe. Au cours du XVIIIe siècle, une élite locale métisse commence à se former. Certains affranchis, commerçants ou intermédiaires entre Africains et Portugais, acquièrent des terres et une relative influence. On les retrouve notamment sur l'île de Fogo, où des familles créoles établissent des plantations et s'intègrent peu à peu dans les réseaux commerciaux de l'Atlantique. Ces élites ne sont pas indépendantes. Elles restent soumises à Lisbonne, mais elles jouent un rôle ambivalent, à la fois relais du colonialisme et creuset d'une conscience capverdienne naissante. Le XIXe siècle accentue ces contradictions. Les sécheresses se succèdent, 1831, 1833, 1860, 1866, 1894. Chaque fois, des milliers de Capverdiens périssent. Selon certaines estimations, rien que durant la Grande Famine de 1831-1833, près d'un tiers de la population de l'archipel disparaît. Et en 1866-1867, la situation est encore plus dramatique. Les journaux coloniaux rapportent plus de 30 000 morts. La famine devient une mémoire collective douloureuse, transmise de génération en génération. Face à ces désastres, une réponse se développe, l'émigration. Dès le XIXe siècle, de nombreux Capverdiens quittent l'archipel pour chercher une vie ailleurs. Les bateaux les mènent vers le Sénégal, la Guinée, mais aussi vers le Brésil, Cuba et plus tard les États-Unis, Nouvelle-Angleterre. Ce mouvement fonde l'une des caractéristiques majeures de l'identité capverdienne, une diaspora active, dispersée, mais toujours liée à ses îles d'origine. Mais au-delà de la faim et de l'exil, le XIXe siècle est aussi une période de résistance culturelle et politique. Dans les villages de l'intérieur, les communautés de Badius à Santiago, descendants d'esclaves fugitifs, maintiennent leur autonomie et transmettent des traditions africaines malgré la domination coloniale. Le criollo s'impose définitivement comme langue du peuple, parlée partout, même si le portugais reste la langue officielle de l'administration. La culture orale, les chants, les rituels deviennent des armes invisibles contre l'effacement colonial. Certaines révoltes éclatent, bien que souvent réprimées avec violence. Les archives mentionnent des soulèvements locaux, des refus de payer l'impôt ou de livrer les récoltes.
En 1822, après l'indépendance du Brésil, des rumeurs circulent au Cap-Vert. Et si les îles pouvaient elles aussi briser leurs chaînes, ces idées restent marginales, mais elles témoignent d'un éveil politique qui se développera plus tard. Les rapports coloniaux eux-mêmes révèlent la dureté de la situation. En 1847, un gouverneur portugais écrit « La population du Cap-Vert meurt plus de faim que de maladie. Sans aide extérieure, ces îles deviendront des cimetières. » Mais l'aide, quand elle arrive, est toujours insuffisante. Le Cap-Vert reste un pion de l'Empire, utile pour ses ports et ses marins, mais sacrifié dès qu'il s'agit de protéger la vie de son peuple. Dans ce contexte, le 19e siècle voit aussi se renforcer l'importance stratégique des îles pour les puissances maritimes. Avec l'essor du commerce mondial, Mindelo, sur l'île de São Vicente, devient au milieu du siècle une base de ravitaillement pour les navires à vapeur. En 1850, l'installation des premières compagnies charbonnières britanniques fait de Mindelo un port international animé, symbole d'un Cap-Vert pris entre pauvreté locale et rôle global. La société capverdienne du 19e siècle est donc faite de contrastes. D'un côté, des ports connectés au monde, des élites créoles qui s'instruisent, voyagent, écrivent. De l'autre, des campagnes ravagées par la faim, des familles entières décimées, des paysans abandonnés. Et c'est dans ce fossé que se construit peu à peu une conscience nouvelle. Les premiers intellectuels capverdiens apparaissent, souvent formés à Lisbonne ou dans les séminaires locaux. Ils commencent à écrire sur la misère de leur peuple, à réclamer plus d'autonomie, parfois même à rêver d'un destin séparé du Portugal. Mais la question reste ouverte. Comment un peuple affaibli par la faim et contraint à l'exil pouvait-il trouver la force de se lever un jour contre l'empire colonial? La réponse viendra au XXe siècle, avec l'émergence d'une génération de penseurs et de combattants prêts à transformer la souffrance en lutte. Car à la fin du XIXe siècle, malgré les famines, malgré l'exode, malgré l'indifférence de Lisbonne, le Cap-Vert n'est pas mort. Son peuple chante, parle en criolu, survit et garde en lui la mémoire des ancêtres. Une mémoire douloureuse, mais une mémoire qui nourrit la résistance. C'est de ces siècles de douleur et de résilience qu'allait naître le terreau de la libération nationale. Mais avant cela, le XXe siècle allait imposer une nouvelle étape, la modernisation, les idées politiques et surtout l'éveil d'une conscience nationale portée par des hommes comme Amilcar Cabral. Le XXe siècle s'ouvre sur un Cap-Vert marqué par les cicatrices des famines du siècle précédent et par une émigration massive. Mais dans ce décor de souffrance et d'abandon, une nouvelle force émerge, la conscience politique. Pour la première fois, une élite lettrée capverdienne commence à prendre la plume, à réfléchir à l'avenir des îles et à questionner le rôle du Portugal. Dès les années 1910 et 1920, des intellectuels capverdiens formés à Lisbonne ou dans les séminaires locaux écrivent dans des journaux, des revues littéraires et des correspondances privées. Le criolu, langue du peuple, continue de se transmettre oralement, mais le portugais devient un outil pour revendiquer, pour critiquer, pour construire une identité écrite. En 1936, la revue Claridad voit le jour, dirigée par Baltasar Lopes da Silva, Manuel Lopes et Jorge Barbosa. Ce mouvement littéraire, connu sous le nom de Claridosos, n'est pas un parti politique, mais une révolution culturelle. À travers la poésie et la prose, ils décrivent la misère des îles, la dignité des paysans et surtout l'urgence d'un avenir différent. Mais la réalité coloniale est brutale. En 1926, un coup d'État militaire installe au Portugal une dictature qui se consolidera sous António de Oliveira Salazar à partir de 1933. Le régime de l'Estado Novo impose une répression sévère dans toutes ses colonies, y compris au Cap-Vert. Toute contestation est surveillée, censurée, écrasée. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'un des lieux les plus sombres de l'histoire coloniale, le campo de concentration do Tarrafal, ouvert en 1936 sur l'île de Santiago. Surnommé le camp de la mort lente, le Tarrafal devient la prison politique de la dictature portugaise.
Y sont enfermés des opposants portugais, angolais, guinéens et capverdiens. Les conditions y sont inhumaines, chaleur étouffante, faim, maladie, torture. Des figures comme le dirigeant communiste Bento Gonçalves y perdent la vie. Le Tarrafal symbolise la violence coloniale et l'alliance entre dictature métropolitaine et oppression coloniale. Pourtant, au milieu de cette répression, l'idée de liberté gagne du terrain. Dans les années 1940 et 1950, une nouvelle génération d'intellectuels capverdiens et guinéens, formés dans les universités portugaises, commence à se réunir. Parmi eux se trouve un nom qui allait marquer l'histoire, Amilcar Cabral. Né à Bafata, en Guinée-Bissau, en 1924, mais issu d'une famille capverdienne, Cabral incarne le lien indissoluble entre les deux territoires. Ingénieur agronome de formation, poète et penseur politique, il comprend que la misère du peuple n'est pas une fatalité naturelle, mais le résultat direct de l'exploitation coloniale. En 1956, à Bissau, Cabral fonde avec d'autres militants le PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guinée et Cabo Verde. Ce parti révolutionnaire adopte une stratégie claire: unir les luttes de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, deux territoires différents mais liés par une même domination portugaise, pour mener ensemble le combat vers l'indépendance. La lutte s'organise. En Guinée-Bissau, le PAIGC entame dès 1963 une guerre de libération armée. Dans les forêts, les guérilleros affrontent l'armée portugaise, soutenue par des populations rurales fatiguées de siècles d'oppression. Au Cap-Vert, l'archipel, trop sec et trop surveillé pour accueillir une guérilla, devient le centre logistique, politique et diplomatique du mouvement. Les cadres capverdiens jouent un rôle majeur dans l'organisation, la formation, la communication avec l'étranger. Les années 1960 sont marquées par une intensification de la répression coloniale. Lisbonne, isolée mais obstinée, envoie des milliers de soldats pour écraser la résistance. Les prisons se remplissent. Des militants capverdiens et guinéens sont arrêtés, torturés, parfois assassinés. Mais la détermination ne faiblit pas. Les conférences internationales, notamment à l'ONU, deviennent des tribunes où Cabral et ses camarades exposent les crimes du colonialisme portugais. En 1973, un coup tragique frappe le mouvement. Amilcar Cabral est assassiné à Conakry le 20 janvier. Cet assassinat, attribué à des dissidents infiltrés, visait à briser l'élan de la révolution. Mais loin d'affaiblir la cause, il transforme Cabral en martyr, en symbole immortel de la lutte anticoloniale. Ses discours, ses écrits, ses idées sur la culture comme arme de libération continuent d'inspirer des générations entières. Quelques mois plus tard, en septembre 1973, la Guinée-Bissau proclame unilatéralement son indépendance, reconnue par de nombreux pays. Le Portugal refuse, mais son empire est déjà en train de vaciller. Car en métropole, la guerre coloniale ruine l'économie et fragilise la dictature. Le 25 avril 1974, la révolution des œillets éclate à Lisbonne. Les militaires renversent le régime de Caetano, héritier de Salazar. C'est la fin de l'Estado Novo et le début de la décolonisation portugaise. Pour le Cap-Vert, l'indépendance devient enfin possible. Après des négociations avec le nouveau gouvernement portugais, le 5 juillet 1975, l'archipel proclame son indépendance. À Praia, dans une cérémonie historique, le drapeau portugais est descendu et remplacé par le drapeau capverdien. Aristides Pereira, compagnon de Cabral, devient le premier président de la République du Cap-Vert. Ce jour-là, les cloches résonnent, les chants en criolu montent des rues, et un peuple longtemps réduit au silence retrouve sa voix. Après 5 siècles de colonisation, de famine, d'exil et de répression, le Cap-Vert entre enfin dans l'histoire en tant que nation libre. Mais l'indépendance n'est pas une fin, c'est un commencement. Car derrière la joie et l'espoir se cache une question essentielle. Comment construire un pays juste, prospère et indépendant après des siècles de dépendance et de souffrance? C'est ce défi qui allait marquer la période post-1975, entre rêve d'unité avec la Guinée-Bissau,
construction nationale et les dures réalités économiques. Mais une chose est certaine, le peuple capverdien, en ce 5 juillet 1975, a prouvé que même les petites îles, même les peuples dispersés, pouvaient se lever et écrire leur propre histoire. Le 5 juillet 1975, le Cap-Vert devient enfin indépendant. Dans les rues de Praia, les drapeaux portugais sont remplacés par les nouvelles couleurs nationales et les chants en criollo résonnent comme un cri de liberté longtemps étouffé. Le premier président élu par l'Assemblée nationale est Aristides Pereira, ancien compagnon d'Amilcar Cabral et secrétaire général du PAIGC. Le jeune État se construit dans la continuité de la lutte anticoloniale avec un projet, unir le Cap-Vert et la Guinée-Bissau dans une même nation. Mais ce rêve d'unité s'effondre rapidement. En 1980, un coup d'État militaire renverse Luis Cabral à Bissau. Les liens politiques entre les deux pays se rompent et le PAIGC se scinde en deux partis distincts, le PAICV, Partido Africano da Independencia de Cabo Verde, pour l'archipel, et le PAIGC pour la Guinée-Bissau. Cette rupture force le Cap-Vert à définir seul sa trajectoire. Les années 1975-1990 sont celles d'un régime de parti unique, sous la direction du PAICV et d'Aristides Pereira. Dans un contexte mondial marqué par la guerre froide, le Cap-Vert cherche des alliances auprès de pays socialistes comme Cuba et l'Union soviétique, mais aussi auprès des pays occidentaux pour obtenir une aide au développement. Les défis sont immenses, peu de ressources naturelles, dépendance alimentaire, infrastructures limitées. Le pays survit grâce au soutien international et surtout grâce à sa diaspora, dont les envois d'argent deviennent un pilier de l'économie. En 1981, une nouvelle constitution renforce le rôle du parti unique, mais peu à peu, la pression populaire pour plus de liberté s'accroît. Les années 1980 voient émerger une société civile plus active, des voix critiques, des débats sur la nécessité d'une ouverture démocratique. L'expérience du Tarrafal, rouvert un temps comme prison sous le régime indépendantiste, rappelle aux Cap-Verdiens que même la liberté peut se dénaturer si elle n'est pas accompagnée de démocratie. Le tournant arrive en 1991. Le Cap-Vert organise ses premières élections multipartites. Le PAICV est battu par le MPD, Movimento para a Democracia, et Antonio Mascarenhas Monteiro devient président. Ce moment marque un jalon important. Contrairement à beaucoup de pays africains, la transition démocratique au Cap-Vert se fait sans guerre, sans effusion de sang, avec une alternance pacifique. C'est là que naît la réputation du pays comme l'une des démocraties les plus stables du continent. Depuis lors, l'archipel connaît une alternance régulière entre le PAICV et le MPD. En 2001, Pedro Pires du PAICV devient président. En 2011, Jorge Carlos Fonseca du MPD prend la relève. Et en 2021, c'est José Maria Neves, ancien Premier ministre du PAICV, qui est élu président. Cette stabilité politique contraste avec l'histoire troublée de nombreux pays voisins, mais elle ne doit pas masquer les difficultés économiques et sociales persistantes. Car si le Cap-Vert est une démocratie exemplaire, il reste un pays fragile. L'économie dépend largement des envois de la diaspora, qui représentent encore aujourd'hui près de 15% du PIB, et du tourisme, qui constitue le moteur principal de croissance. Les plages de Sal et Boa Vista attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année, mais cette manne ne profite pas toujours de manière équitable à la population locale. Beaucoup de Cap-Verdiens continuent de vivre dans la précarité et les inégalités persistent entre les îles, notamment entre Santiago, São Vicente et les îles plus rurales. L'émigration reste une réalité forte. On estime que la diaspora cap-verdienne est aujourd'hui plus nombreuse que la population vivant dans l'archipel, avec des communautés importantes aux États-Unis, au Portugal, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Cette diaspora joue un rôle vital. Elle envoie de l'argent, investit, diffuse la culture créole à travers le monde, mais elle pose aussi une question identitaire. Qu'est-ce qu'être cap-verdien
quand une partie du peuple vit à des milliers de kilomètres des îles. Sur le plan social, le Cap-Vert a fait des progrès notables. Le taux d'alphabétisation a fortement augmenté depuis 1975. L'accès à l'éducation et à la santé s'est amélioré. Et le pays bénéficie d'une stabilité qui attire la coopération internationale. Mais les défis sont réels. Chômage des jeunes, dépendance aux importations alimentaires, vulnérabilité face au changement climatique qui aggrave les sécheresses. Aujourd'hui, le Cap-Vert est souvent présenté comme un modèle africain de démocratie et de stabilité. Mais derrière cette image se cachent des interrogations profondes. La dépendance aux aides extérieures et au tourisme ne risque-t-elle pas d'étouffer le développement autonome du pays ? Comment lutter contre la fuite des cerveaux quand les jeunes les plus formés partent étudier et travailler ailleurs ? Et surtout, comment préserver la culture créole et l'identité capverdienne dans un monde globalisé où l'archipel reste dépendant des grandes puissances ? Le Cap-Vert moderne est à la fois un succès et une promesse inachevée. Succès car il a prouvé qu'un petit pays insulaire, sans grandes ressources naturelles, pouvait construire une démocratie stable et respectée. Promesse inachevée car une grande partie de sa population continue de lutter pour une vie digne, entre chômage, précarité et espoir d'émigration. Alors, après plus de 40 ans d'indépendance, la grande question demeure: quel avenir pour le Cap-Vert ? Un avenir dominé par le tourisme et la diaspora, ou un avenir construit par et pour son peuple avec une économie plus juste et durable? L'histoire du Cap-Vert, c'est celle d'un peuple qui a traversé la colonisation, la faim, l'exil et la guerre pour devenir aujourd'hui une démocratie stable et respectée. Mais les défis restent immenses. Inégalité, dépendance extérieure, avenir de la jeunesse. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quel futur mérite le Cap-Vert? Dites-le dans les commentaires, abonnez-vous à Résistance africaine et partagez cette vidéo pour que notre histoire continue à vivre et à inspirer.